Titre de l'histoire, ma fiancée voulait que je vende notre héritage familial pour un pavillon neuf, alors j'ai sauvé la maison. Et j'ai rompu. Ma fiancée a insisté pour que je vende la maison de mes ancêtres parce qu'elle est vieille et que ses amis la jugeraient. J'ai dit, je vais y réfléchir. Ensuite, j'ai placé la maison dans une fiducie au nom de ma sœur et j'ai mis les fiançailles en pause. Quand elle a découvert que la maison n'était plus une option pour notre avenir, elle a perdu la tête. Moi, Julien, 34 ans, je suis censé être dans les dernières étapes de la préparation de mon mariage. Au lieu de ça, je suis assis dans le bureau de mon arrière-grand-père, un verre de whisky à la main, me demandant si je suis sur le point de faire la plus grosse erreur de ma vie, ou si je viens tout juste de l'éviter. Ma fiancée, Camille, 30 ans, et moi sommes ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 6 mois. Elle est très intense, mais dans le bon sens du terme, du moins c'est ce que je croyais. Elle est organisatrice d'événements, donc toute sa vie tourne autour de l'esthétique, de l'image et de l'apparence des choses. Je suis analyste de données. Je me soucie de ce que les choses sont réellement. Je pensais que nous nous équilibrions. J'avais tort. La source de notre première vraie dispute est la maison dans laquelle je me trouve actuellement. Je l'ai héritée de mon grand-père. Elle a été construite par mon arrière-grand-père, un homme qui a monté une petite entreprise de menuiserie florissante. Elle est vieille, elle date des années 1920. Des parquets en bois massif qui craquent, des vitres d'origine qui vibrent et des tuyaux qui gémissent. Elle est aussi entièrement payée. C'est mon seul véritable bien et c'est l'encre de ma famille. Je l'adore. Je la restaure petit à petit. La bibliothèque, où je suis en ce moment, a d'incroyables étagères en acajou intégrées. Sur l'une d'elles repose le registre du fondateur, un énorme livre relié en cuir où mon arrière-grand-père a détaillé la construction de la maison, du coût du bois de premier choix au salaire qu'il a versé au charpentier. C'est irremplaçable. Camille n'a jamais été fan de la maison. Elle dit qu'il y a des courants d'air. Hier soir, nous discutions du budget du mariage quand elle a tout simplement lâché la bombe. Julien, mon chéri, il faut qu'on ait une discussion sérieuse sur notre situation de logement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais qu'on ferait nettoyer les tapis à fond avant que tu emménages pour de bon. Non, mon cœur. Je veux dire, on ne peut pas vivre ici. Pas sur le long terme. Je l'ai juste regardé, sans rien dire. C'est ma maison, Camille. Elle est payée. C'est notre sécurité. C'est une ruine à démolir, Julien. Le terrain est incroyable, mais la maison elle-même. Elle est juste vieille. C'est un peu le but. Mes amis. Enfin, nos amis, elles achètent toutes des constructions neuves dans ces jolis lotissements pavillonnaires. Qu'est-ce qu'elles vont penser quand elles viendront ici? La cuisine est minuscule. Les salles de bain sont d'un autre âge. C'est là que tout a déraillé. On s'en fiche de ce qu'elles pensent, non? C'est nous qui vivons ici. Moi, ça m'importe, Julien. Elles vont nous juger. Elles vont penser qu'on est, je ne sais pas, pauvre ou un truc du genre. Pauvre? Dans une maison de 300 mètres carrés entièrement payée, parce qu'elle a du caractère? On pourrait vendre le terrain pour une fortune. On pourrait prendre cet argent et construire la maison de nos rêves. Quelque chose de neuf, de propre, quelque chose qui ne sente pas les vieux livres. Elle regardait la bibliothèque, le registre du fondateur. Elle n'insultait pas seulement ma maison. Elle insultait ma famille, mon histoire. Elle voyait cet endroit, cet héritage, comme un tas de billets à liquider pour une boîte générique en banlieue. J'ai ressenti un froid, une sorte de clarté que je n'avais jamais connue. La femme que j'allais épouser avait honte de ma maison. Je devais savoir jusqu'où ça allait. Toi? Tu me ferais vraiment vendre la maison de mon arrière-grand-père parce que tes amis nous jugeraient? Sentant qu'elle perdait du terrain, non, pas seulement pour ça. Pour nous, pour notre avenir, pour qu'on puisse prendre un nouveau départ. Pas dans la vieille vie poussiéreuse de quelqu'un d'autre. J'ai regardé la femme que j'aimais, et j'ai menti. Je vais y réfléchir. Elle s'est immédiatement illuminée. Oh, super. Je savais que tu finirais par comprendre. J'ai déjà une liste d'agents immobiliers qu'on peut contacter. Elle m'a embrassé et est allée se coucher, en faisant défiler les annonces de construction neuve sur ce loger. Je suis resté dans la bibliothèque et j'y ai réfléchi, très longtemps. Puis j'ai passé 2 coups de fil. Le premier était pour ma sœur Chloé, 36 ans.
Elle est avocate, une avocate extrêmement brillante et protectrice. Moi, salut Clo. Question hypothétique. Si je voulais protéger la maison de façon permanente, quelles sont mes options? Elle, la protéger de quoi? D'une catastrophe naturelle? Moi, de moi. D'une potentielle future épouse qui voudrait la vendre pour une construction neuve. Elle, quoi? Julien, tu m'appelles tout de suite. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a expliqué ce qu'était une fiducie irrévocable. Le deuxième appel, c'était ce matin. J'ai appelé le bijoutier. Nous avions versé un acompte de 50% sur sa bague, le solde étant dû au retrait le mois prochain. J'ai utilisé des fonds de mon propre compte épargne, pas d'un compte joint, nous n'en avons pas. Moi, bonjour, c'est Julien. Je dois mettre ma commande en attente pour une durée indéterminée. Le bijoutier, oh, y a-t-il un problème avec la bague, monsieur? Moi, non, juste un problème. Ne la vendez pas, gardez-la simplement en attente. Ce matin, Chloé et moi nous sommes vus. J'ai signé les documents. La maison, le terrain, tout est maintenant la propriété d'une fiducie. Chloé en est la fiduciaire. Les bénéficiaires sont les enfants que je pourrais avoir, et si je n'en ai pas, son fils. Légalement, je suis locataire dans ma propre maison. Elle ne peut être vendue. Elle ne peut être utilisée comme garantie. Elle est protégée. Camille est actuellement en week-end d'enterrement de vie de jeune fille avec ses demoiselles d'honneur. Elle ne se doute de rien. Elle n'arrête pas de m'envoyer des liens vers des pavillons neufs à 1,2 million d'euros toute la journée. Je ne sais pas ce que je vais faire. Enfin, je sais ce que j'ai fait. Je ne sais juste pas comment tout ça va se terminer. Je me sens à la fois nauséeux et soulagé. Est-ce possible? Mise à jour ça fait 1 semaine. Camille est rentrée de son voyage et son sentiment que tout lui et n'a fait que s'intensifier. Elle est rentrée chez elle, dans son propre appartement, Dieu merci, et s'est immédiatement mise en mode chef de chantier. Elle avait fait faire des plans d'architecte. Des plans pour une nouvelle maison sur mon terrain. Elle m'a appelé, pétillante, mon chéri, j'ai eu la meilleure idée. On peut vivre chez ma mère pendant les 6 mois que durera la construction. Ce sera un peu serré, mais ça en vaudra tellement la peine. J'ai trouvé un constructeur qui peut commencer la démolition le mois prochain. La démolition? Oui, il faut agir vite. J'ai déjà un agent immobilier qui vient vendredi pour estimer la valeur du terrain. J'ai ressenti cette même clarté, froide et tranchante, que la semaine dernière. Elle ne suggérait plus. Elle exécutait. Camille, il faut qu'on parle. Tu peux passer ce soir? Elle est arrivée vers 20 h et elle avait amené des renforts. Sa mère, Sylvie, la cinquantaine, est entrée avec elle, une bouteille de champagne à la main. Julien, nous sommes là pour fêter ça. Camille m'a dit que tu prenais enfin une décision intelligente. Ce vieux tas de planches est un boulet, mon petit. Tu liquides, tu fais travailler cet argent pour toi. C'est ce que tout homme intelligent ferait. Bonjour, Sylvie. Justement, c'est de ça que je voulais parler. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Elles se sont assises sur mon canapé qui craque. Camille était sur des charbons ardents. C'est l'agent immobilier? Il t'a donné une préestimation? Il a dit combien? 800 000? 900 000? Moi, j'ai annulé le rendez-vous avec l'agent immobilier, Camille. Son sourire s'est figé. Quoi? Pourquoi? Julien, il faut faire vite. Et Sylvie, j'apprécie vos conseils financiers, mais ce tas de planches est ma maison et elle n'est pas à vendre. Allons Julien, ne sois pas sentimental. Un homme doit subvenir aux besoins de sa famille, et Camille mérite une maison dont elle n'a pas honte. Honte? Voilà encore ce mot. Je suis content que vous en parliez. Camille. Je ne peux pas vendre la maison. Comment ça, tu ne peux pas? C'est ta maison. Appelle juste un agent immobilier. En fait, elle n'est plus à moi. Je n'ai jamais, de toute ma vie, connu un silence aussi profond et immédiat. C'était comme un vide absolu. Tu? Quoi? J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait que c'est un bien de valeur et qu'il fallait le protéger pour la famille. Alors, je l'ai protégé. Elle est dans une fiducie irrévocable maintenant. Ma sœur Chloé en est la fiduciaire. Camille me fixait, son visage est devenu blême.
Sylvie, tu as donné la maison. Tu as donné notre. Tu as donné l'avenir de Camille à ta sœur? Je ne lui ai pas donné. Je l'ai mise dans une fiducie pour la protéger d'eux. Eh bien, des gens qui pensent que c'est juste un tas de planches à liquider. Camille a retrouvé sa voix. Elle était tremblante. Tu as fait ça dans mon dos. Tu m'as menti. J'ai dit que j'allais y réfléchir, et je l'ai fait. J'ai réfléchi au fait que ma future femme trouvait l'héritage de ma famille embarrassant, et j'ai agi. Annule ça. Quoi? Appelle Chloé. Dis-lui d'annuler ça maintenant. C'est ça qui est drôle avec une fiducie irrévocable, Camille. On ne peut pas l'annuler. Sylvie s'est levée. Ça change tout. L'apport pour la maison. L'avenir de Camille. Tu t'es financièrement castré avant ton propre mariage. Espèce de crétin. Maman, arrête. Julien, chéri, regarde-moi. Elle a essayé de faire couler les larmes. C'est juste. C'est une erreur. Tu as eu peur. Je comprends. Mais tu dois réparer ça. Sinon, qu'est-ce qu'on devient, nous? Je suis content que tu poses la question, Camille, parce que je ne suis plus sûr de ce que ce nous signifie. Le nous était censé être un partenariat, pas cette liquidation d'actifs. Liquidation d'actifs? J'essaie de nous construire une vie dans une maison qui ne sent pas les vieux livres. Elle a tressailli. Elle savait. Elle se souvenait. Puisque notre avenir est soudainement un point de négociation majeur, j'ai pensé qu'il valait mieux suspendre indéfiniment l'organisation du mariage. Suspendre? Quoi? J'ai appelé le bijoutier. Les fiançailles sont en pause. Nous sommes en pause, jusqu'à ce que je comprenne si je suis fiancé à toi ou à un promoteur immobilier. Camille a littéralement explosé. Ce n'était pas des pleurs de tristesse. C'était de la rage. Elle a attrapé une des carafes à décanter ancienne mais vide de mon grand-père et l'a jetée dans la cheminée. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. Salaud! Tu ruines ma vie. Tu me coinces. Tu vas le regretter, Julien. Nous allons arranger ça. Elles sont parties en trombe. La porte d'entrée a claqué si fort qu'un morceau de plâtre est tombé du plafond. Je suis resté là, debout dans mon salon qui craque. Je pensais vraiment que c'était la bonne. Je me sens vide. Mais ensuite, je regarde le verre brisé et je ne me sens pas vide. J'ai l'impression d'avoir échappé à une catastrophe. Une catastrophe très chère en forme de pavillon neuf. Mise à jour de 2 semaines se sont écoulées depuis l'explosion de la carafe. J'allais bien. J'ai fait réparer la serrure de la porte de derrière, elle a toujours été un peu difficile. J'ai acheté une nouvelle carafe. J'attendais que la situation dégénère. Elle n'a pas seulement dégénéré. Ça a été un coup de pied en pleine tête. L'arrogance. Je n'ai pas de mots. D'abord, les coups bas ont commencé. Coup bas numéro 1, l'embuscade au bureau. J'ai reçu un appel à mon poste lundi. C'était la sécurité de l'accueil. Monsieur mon nom de famille, il y a 2 dames qui demandent à vous voir. Une mademoiselle Camille et une madame Sylvie. Elles disent que c'est une urgence familiale. Mon estomac s'est noué. Je suis descendu, me préparant au pire. À la seconde où je suis sorti de l'ascenseur, elles m'ont sauté dessus. Camille, en pleurs. Sylvie, l'air d'un orage. Julien, ça a assez duré. Tu dois venir avec nous tout de suite et régler ça. Moi, Sylvie, ici c'est mon lieu de travail. Vous ne pouvez pas être là. C'est incroyablement déplacé. Camille, me saisissant le bras, Julien, s'il te plaît. J'étais stressé. Le stress du mariage, c'est tout. J'adore la maison, vraiment. Je vivrai ici, je te le promets. Juste. Récupère-la. Dis à Chloé qu'elle doit la rendre. Moi, retirant mon bras, ce n'est pas possible, Camille. Je te l'ai déjà dit, c'est fait. Sylvie, ne sois pas idiot, mon garçon. Ta sœur t'a manipulé. Elle est jalouse. Elle essaie de te voler ton héritage. On va prendre un avocat.
On prouvera qu'elle t'a manipulé pendant que tu étais en détresse. Moi, Chloé est avocate, et je n'étais pas en détresse. J'étais dégoûté. Maintenant, vous devez partir. La sécurité. Elles s'en vont. Je les ai laissées dans le hall. J'ai dû remplir un rapport d'incident avec les RH. C'était humiliant. Coup bas numéro 2, le vol de l'artefact. C'est celui-ci. C'est celui-ci qui a tout terminé. Je suis rentré du travail hier soir. J'ai remarqué que ma porte de derrière, celle que je venais de faire réparer, était ouverte. Juste entr'ouverte. Je suis entré, le cœur battant. J'ai appelé le 17 tout en restant dans l'entrée. J'ai traversé la maison tout en étant au téléphone avec l'opérateur. Rien ne semblait avoir disparu. La télé était là, mon ordinateur portable aussi. Jusqu'à ce que j'arrive à la bibliothèque. Elle était saccagée. Des livres arrachés des étagères, des coussins jetés par terre, et au milieu de la pièce, le registre du fondateur. On l'avait sorti, jeté à terre. La reliure était cassée. Il ne l'avait pas pris. Il l'avait juste profané. Les policiers sont venus. Ils ont pris une déposition. Je leur ai parlé du conflit. Je n'ai pas donné de nom, mais... je n'en avais pas besoin. Tentative d'effraction et vandalisme. C'était si clair. Elle cherchait un moyen de pression. Sylvie, avec ses menaces d'avocat. Elle a dû penser que le registre était une sorte d'acte de propriété ou qu'il valait une fortune et qu'elle pourrait le prendre en otage. Elles étaient si stupides. Il n'a aucune valeur monétaire. Sa valeur, c'est l'histoire. Je n'étais plus triste. J'étais juste froid. C'était une attaque. Après le départ des flics, je suis resté assis là pendant 1 heure, à regarder la reliure cassée de ce livre. Puis mon téléphone a sonné. C'était Camille. J'ai répondu. Sylvie, tu as appelé les flics? Tu as appelé les flics sur moi. Moi, quelqu'un est entré par effraction chez moi, Sylvie. Ils ont vandalisé la propriété de ma famille. Oui, j'ai appelé les flics. Camille, en fond sonore, ce n'était pas. Je voulais juste récupérer ma machine à expresso. Je l'avais laissée là-bas. Tu m'as empêché d'entrer et tu as gardé mon expresso. Moi, ma porte arrière a été forcée. Ma bibliothèque a été détruite. Tu es venu chercher une cafetière par la porte de derrière et tu as saccagé la bibliothèque en la cherchant? Sylvie, reprenant le téléphone, écoute-moi bien, espèce de petit. Tu es en train de faire la plus grosse erreur de ta vie. On va te ruiner pour ça. Tu as humilié ma fille. Tu as volé son avenir. Vous avez raison, Sylvie. Je suis en train de faire une erreur. Rester fiancé à Camille était l'erreur. Quoi? Non. Julien. Les fiançailles ne sont plus en pause. C'est terminé. J'appelle le bijoutier demain. Je récupère mon acompte. Camille, criant, la bague? C'est ma bague. Tu me dois cette bague pour mon temps, pour ma charge émotionnelle. J'ai payé l'acompte, Camille. C'est un cadeau conditionnel. La condition était le mariage. Tu as rompu la condition quand tu as qualifié mon héritage d'embarrassant. Et ensuite, quand tu es entré par effraction chez moi. J'ai raccroché. J'ai appelé Chloé. Chloé, elles sont entrées par effraction. Elles ont essayé de prendre le registre. J'ai un rapport de police. C'est fini. Et je crois que j'ai besoin d'une ordonnance d'éloignement. Mise à jour finale 3 mois ont passé. La poussière n'est pas, disons, retombée. C'est plutôt un nuage toxique qui s'éloigne enfin. Voici le bilan. Les retombées juridiques ont été spectaculaires. Sylvie et Camille, fidèles à leurs paroles, ont engagé un avocat, un vrai requin de ceux qu'on voit sur les panneaux publicitaires. Ils ont envoyé à Chloé, qui me représentait officiellement, une lettre de mise en demeure. C'était une œuvre d'art. Elles invoquaient la rupture abusive de la promesse de mariage. Elles soutenaient que j'avais promis à Camille un certain style de vie, c'est-à-dire la vente de la maison et une construction neuve, et qu'en dissimulant frauduleusement mes biens en plaçant la maison dans une fiducie, je lui avais causé un préjudice financier et moral. Elle parlait aussi de préjudice moral intentionnel parce que j'avais rompu avec elle et l'avais faussement accusée d'effraction,
causant une humiliation publique. Enfin, la restitution des biens, elles exigeaient la bague de fiançailles, qu'elles évaluaient de manière risible à 25 000 €, presque le double de ce que j'avais payé, et 75 000 € de dommages et intérêts. J'étais stressé. C'est le genre de chose qui fait peur aux gens normaux. Un procès, même bidon, c'est terrifiant. Chloé? Chloé était aux anges. Elle a appelé ça la réponse la plus facile de sa carrière. Elle n'a pas seulement répondu, elle les a pulvérisés. Sa lettre de réponse, dont elle a mis en copie le bâtonnier pour les plaintes futiles de l'autre avocat, était magnifique. Point. La maison familiale de mon client, héritée avant toute relation avec la vôtre, est sa propriété exclusive et personnelle. Sa décision de placer la dite propriété dans une fiducie pour protéger l'héritage de sa famille est son droit. La détresse de votre cliente de ne pas pouvoir liquider le patrimoine de son fiancé pour une construction neuve n'est pas une cause d'action légalement reconnue. C'est, pour employer un terme juridique, d'une avidité crasse. Elle a vraiment écrit ça. Point 2. Le préjudice moral, les fiançailles ont été rompues après que votre cliente, de son propre aveu lors d'un appel téléphonique enregistré que j'ai pris après l'effraction, a tenté de pénétrer illégalement dans le domicile de mon client. Le rapport de police pour tentative d'effraction et vandalisme n'est pas une accusation. C'est un énoncé de fait. La seule humiliation présente est celle de votre cliente. Point 3. La bague était un cadeau conditionnel. La condition le mariage n'a pas été remplie. Mon client est en possession de la bague, comme c'est son droit. Nous avons le reçu pour les 16 500 € qu'il a payés. Et la contre-menace, de plus, nous possédons des images de vidéosurveillance du lieu de travail de mon client montrant vos clientes, mademoiselle Camille et madame Sylvie, le harcelant, ce qui l'a conduit à déposer une plainte officielle auprès de son service RH. Si vous étiez assez stupide pour poursuivre cette plainte futile et vexatoire, non seulement nous contre-attaquerions pour obtenir le remboursement intégral des frais de justice, mais nous déposerions également une demande d'ordonnance d'éloignement civil contre vos deux clientes, en utilisant le rapport de police et l'incident de harcèlement au travail comme preuve. Nous demanderons également le remboursement des dommages pour la serrure forcée et le registre antique centenaire qu'elles ont endommagé. Nous attendons votre réponse réfléchie. L'avocat requin les a lâchés en moins de 24 heures. Il a envoyé à Chloé un email d'une seule phrase, « Mes clientes n'entendent plus poursuivre cette affaire ». Il a probablement réalisé que A, elle n'avait aucun dossier, et B, elle lui avait menti sur l'effraction. Le silence qui a suivi était d'or. Mais les conséquences naturelles, elles, ont été bruyantes. J'ai appris par un ami commun, qui s'est platement excusé de n'avoir rien vu venir, que Camille est dans une mauvaise passe. Apparemment, elle avait commencé à dépenser l'argent de la vente future de la maison. Elle avait pris de nouvelles cartes de crédit, acheté une garde-robe entière et versé un acompte non remboursable pour une salle de réception pour le mariage. Elle serait endettée à hauteur de 30 000 €. Elle a dû quitter son appartement et retourner vivre chez Sylvie. Les amis qui la préoccupaient tant, celles qui allaient la juger, l'ont vite laissé tomber. Il s'avère qu'une femme de 30 ans endettée, vivant chez sa mère et se plaignant de sa maison volée n'est pas sur la liste des invités pour les brunchs dans les pavillons neufs. Sylvie est apparemment radioactive, racontant à qui veut l'entendre que je suis un escroc qui les a dupés. Quant à moi, cela m'a coûté environ 6 000 € en honoraires d'avocat pour Chloé, tarif familial, quand même, et pour les réparations du système de sécurité. Ça pique un peu. J'ai vendu la bague de fiançailles, j'en ai récupéré 14 000 €, donc je suis perdant de 2 000 €, mais j'appelle ça la taxe sur la bêtise. Je suis célibataire. Je ne suis pas heureux. Je ne fête rien. Je suis en paix. Cette maison, cette vieille maison qui craque, m'a protégé. Je l'ai mise dans une fiducie pour la sauver. Et au final, c'est elle qui m'a sauvé. Elle a révélé exactement qui était Camille. Hier soir, j'ai emmené le registre du fondateur chez un relieur spécialisé. Il a dit qu'il pouvait réparer la reliure. Il a dit que le savoir-faire était remarquable. Je travaille juste sur la maison, je répare le plâtre qui est tombé, je ponce les parquets. C'est calme. C'est ma maison, mon héritage, et il est en sécurité.